Merci à vous. Monsieur, de la Syrie, cette fois-là pour le continent africain, une grande question était au cœur des débats du 12 au 14 du mois en cours du côté de Lomé. C'est au Togo, pays de l'Afrique de l'Ouest, où l'Union africaine a donc organisé le sommet, un sommet donc sur la question de la dette, a réussi, le Parlement de l'Union africaine a réussi à réunir des chefs d'État, des économistes et des acteurs de la société civile pour aborder la crise de la dette publique en Afrique sous le thème Africa's Public Deep Management Agenda Restoring and Safeguarding Deep Sustainability. Cet événement visait à formuler une position commune africaine sur la réforme de l'architecture financière mondiale, identifier des financements innovants et recommander des pratiques pour assurer la durabilité de la dette. Alors, ce sommet était d'autant plus crucial, j'arrive, qu'une crise de la dette traverse et secoue notamment les États africains. En 2025, eh bien, les pays africains devraient consacrer près de 89 milliards de dollars au service uniquement de leur dette extérieure, avec quasiment 20 pays à faible revenu risquant une véritable détresse financière. Ce sont les statistiques qui nous permettent de le mentionner. D'abord, Président, convoquons l'urgence d'un tel conclave. Je vous ai dit la semaine dernière, on a fait un débat ici sur qui? Le Togo. Et sur quoi? Sur la pirouette politico-institutionnelle qui a permis à Faure de devenir président à vie et de placer un pantin désormais à la place de président. Mais là, c'est organisé par l'Union africaine. Mais j'y arrive. Mais qui est le patron de la conférence? Donc, vous avez peur de le dire? Faure Yadema, non? Tout à fait. C'est pas lui qui accueille. Bon, alors moi je vous pose la question. Alors, si ce n'est pas du bavardage, prenons-le au sérieux. Donc, vous voyez que Faure Yadema a la puissance nécessaire pour poser le débat sur la dette de manière à faire bouger les lignes sur la question? Est-ce que c'est lui qui pose le débat, président? La conférence, là, c'est une conférence. Tout à fait. Qui prépare un sommet. Ce n'est pas une conférence préparatoire, c'est une conférence qui est censée préparer le sommet de l'Union africaine sur la question. Je pense que le sommet a été organisé par l'Union africaine et le Togo l'a abrité. Oui, mais vous ne voyez pas que la rencontre, il y a la convergence qu'il y a entre toute la dynamique qui est autour de Faure Yadema, cherchant à le présenter comme panafricaniste. Les thèmes que ce ministre des Affaires étrangères du Togo reprend depuis un bon bout de temps pour consolider la stature panafricaniste, non seulement du président Faure, mais du Togo, n'est-ce pas, coïncide, n'est-ce pas, avec cet accueil, le fait que le rôle là que le Togo est en train de jouer à l'heure actuelle, je ne sais pas si... Il faut bien comprendre que c'est le rôle qu'il est en train de jouer. Alors, moi je pose la question. Est-ce qu'il y a une question de fond, quoi qu'il en soit, la conciliation ou alors l'effet que nous pouvons avoir de ce régime, est-ce que cela, puisqu'il s'agit ici du moins l'objectif était de tenter d'unifier leur voix face aux bailleurs de fonds internationaux qui réclament clairement, en tout cas un certain nombre de ces dettes-là. Je ne vois pas le rapprochement entre les personnes et la démarche. C'est peut-être là mon problème. Si. Le Togo accueille, n'est-ce pas, je crois que c'est lundi, depuis lundi. C'est du 12 au 14. Lundi, 12, oui, depuis lundi. Donc, alors, est-ce que c'est une démarche du Togo portée par l'Union africaine ou c'est l'inverse? Peu importe. Je vais vous démontrer que, moi je vous dis, depuis un bon bout de temps, il faut suivre la dynamique qu'il y a autour du Togo sur la question du panafricanisme. Certes, il y a un programme sur la question qui a été initié par l'Union africaine, qui sert de boussole, de feuille de route, de boussole aux actions qui ont été initiées et dans lesquelles le Togo s'est impliqué, le Mali s'est impliqué, etc. Mais je vous dis que là où il y a une confusion savamment organisée, c'est
d'abord le fait qu'il y a un projet stratégico-communicationnel qui est porté ouvertement par le Togo et son ministre des Affaires étrangères, qui consiste à démontrer que le président Faure Eyadema est un panafricaniste. Je veux bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et qu'il est porteur d'une vision panafricaniste claire et assumée. La question de la réparation, elle est également... Très bien, très bien. Donc, je veux dire la question de la dette. Donc, le fait que le sommet, le Togo ait accueilli la conférence de l'Union africaine sur la question de la dette publique a été une occasion pour Faure Eyadema de réaffirmer un ensemble de positions, n'est-ce pas? Un ensemble de positions qui vont dans le sens de son positionnement panafricaniste. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, je commence ici. Je prends d'abord par Faure, la posture de Faure, la démarche de Faure Eyadema. Et après, je reviendrai sur l'Union africaine, le lien. C'est important. D'accord. En fait, c'est ce que je suis en train de vouloir vous démontrer. Il y a derrière toute une dynamique, tout à l'heure, que nous allons dévoiler. Vous allez comprendre ce qui se prépare. Et pourquoi il y a M. Faure Eyadema, qui n'est pas un panafricaniste. Un panafricaniste, ça pose un ensemble d'actes, n'est-ce pas, qui permettent de le dire. Ce n'est pas seulement une stratégie de communication au service d'un régime, qui n'en est pas un. Voilà. Nous n'avons pas de problème personnel avec Faure Eyadema. Je tiens à le préciser. Je répète encore, quand il a posé les actions au pays de l'AES, nous avons salué ça. J'ai dit des choses claires, je maintiens ce que j'ai dit concernant ça. De là à faire le saut et dire qu'il est panafricaniste, c'est là où il y a la manipulation. J'ai soulevé des questions majeures. Damiba est hébergé où? Au Togo. Et il n'est pas au cœur de tous les complots visant à renverser Traoré. Alors, à renverser, à attaquer les pays de l'AES. Or, maintenant, quand on attaque les pays de l'AES, vous attaquez un seul membre de l'AES. D'abord, la charte de l'AES le dit clairement. C'est toute l'AES que vous avez attaqué. Terminé. Donc, par l'africanisme, on héberge un des cerveaux de la déstabilisation de l'AES, n'est-ce pas? On l'héberge sur son sol et en même temps, on marche là. Donc, là maintenant, vous avez une occasion qui lui est donnée de se blanchir, de peaufiner encore sa stratégie. Et prenez son discours. Hein. Ce discours-là, vous dépassez. Moi, j'ai le discours de la conférence. J'ai le discours, Fabrice. J'ai lu le discours pour vous dire que je ne parle pas, je parle pas en l'air. Donc, il y a ça d'un côté. Maintenant, je pose ceci. Ni M. Faure Eyadema ne sont en capacité, pour le temps, qui veut poser le problème. Moi, je pose une question, Fabrice. Écoutez-moi très bien. Ouais. L'Union africaine, qui, au niveau de son organisation et de son fonctionnement, est un salarié de l'Union européenne, des Occidentaux. Comment le salarié va aller demander au bourreau de l'Afrique, écoutez-moi très bien, le salarié des Occidentaux, dont l'Union européenne, va donc demander à nos bourreaux, c'est-à-dire à ceux qui vivent de la dette, à ceux qui... va aller dire à ceux-là que, bon, ok, monsieur, il est temps, n'est-ce pas, de développer une nouvelle architecture de la dette en Afrique. Mais Fabrice, ça vous dit rien. C'est pas possible. C'est l'Union européenne qui est derrière tout ça. On va renchérir parce que dans la démarche... Attendez, Fabrice. D'accord. Le public. Il y a, il y a l'axe euro-africain, très cher à M. Macron. Ils ont dit, il ne faut pas laisser cet axe-là mourir. Il faut tout faire pour sauvegarder le lien. C'est vital pour l'Europe. On a dit 700 milliards d'euros, si vous voulez, n'est-ce pas, pour bâtir les infrastructures en Afrique. Les droits de tirage spéciaux au niveau du Fonds monétaire international pour booster les capacités financières et mettre ça au service des pays africains. Le troisième levier, et cette réflexion a commencé depuis très longtemps au niveau de l'Union européenne, c'est de dire, pour couper l'herbe sur le pied des panafricanistes, que l'Union européenne prenne l'initiative d'aborder des questions qui sont sensibles auprès de l'opinion, qui sont sensibles et qui font le lit du panafricanisme. Parmi ces questions, donc, il y a la question de la dette. C'est un jeu de faux interlocuteurs. Vous vous rappelez pas la création de France CFA? 3 Français se sont mis là, ils ont décidé. Après, on a dit qu'il y avait 1 ou 2 Français qui parlaient au nom de l'Afrique. Donc maintenant, les temps ont changé. Quoi de mieux que de donner une fausse légitimité à une organisation qu'on appelle l'Union
lui donner une fausse légitimité pour poser des questions. Et l'Union européenne avait dit que non, on va répondre. Donc on va bricoler une espèce de nouvelle architecture autour de le panafricanisme sur le continent. Donc, ce n'est pas une démarche panafricaniste, c'est une démarche anti-africaine. Il est question pour renforcer. C'est la même chose qu'on fait en disant qu'on fait de l'Union africaine le membre du G20. Bon, c'est sérieux ça. Hein? C'est la même dynamique qui est à l'œuvre quand on vous dit qu'on va donner une place au Conseil de sécurité. Ça fait pleurer ça. Un extrait de la déclaration du président Faure. Nous avons besoin d'une nouvelle doctrine où la dette devient un outil de développement et non une camisole budgétaire. Il a affirmé que financer l'Afrique, c'est investir dans la stabilité globale. Il est dans l'intérêt de l'Europe et même du monde entier d'aider. Il faut rester avec la première déclaration. Nous avons besoin d'une nouvelle doctrine où la dette devient un outil de développement. Président Soulion, outil de développement. Alors, j'ai essayé de regarder les conclusions de ces travaux. Il est, par exemple, question, en entendant votre éclair là-dessus, que pour des pays ayant une dette véritablement élevée, que vous puissiez accepter un certain nombre de programmes. Et ces programmes-là, lorsque vous les intégrez, comme par exemple les questions sur le climat, donc vous vous engagez véritablement à être, je sais pas, n'importe quoi, écologiste, vous engagez votre État dans cette dynamique, eh bien, votre dette est revue véritablement à la baisse, sinon est effacée. C'est peut-être dans cela que le président Faure déclare que la dette devient donc en ce moment un outil de développement. Comment expliquer tout cela? C'est la recolonisation du continent africain. C'est une recolonisation extrêmement sophistiquée. C'est le grand reset version africaine pour les nègres. Les fanfaronnades sur l'écologie. Il faut être un idiot pour croire tout ça. C'est une religion fabriquée de toutes pièces pour justifier la 4e révolution, soi-disant industrielle. Donc vous êtes en face d'une recolonisation du continent africain sous le modèle écologique et qui, de nouvelles conditionnalités écologiques sont mises en avant pour recoloniser le continent. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, vous voyez donc très bien le rôle que joue M. Faure une fois de plus. Parce que, d'abord, le problème c'est la dette d'abord. C'est quoi la dette? En quoi est-ce qu'elle est fondée? Vous voyez donc, à partir du moment où on n'est pas dans la lutte panafricaniste, on fait la sagesse. On dit on est sage. On dit non, ce n'est pas de la charité, c'est une responsabilité partagée, n'importe quoi. La dette, là, elle est basée d'abord sur quoi? Où on déconstruit les fondements de la dette, et ce n'est pas la dette, où on se tait. Où on se tait. Qu'est-ce que le président Faure raconte là? Il raconte quoi? C'est quoi cette histoire? Un panafricaniste ne peut pas reconnaître la dette. C'est du vol, c'est de l'escroquerie. C'est un transfert de richesse de l'Afrique direct vers les Occidentaux sur la base d'une violence économique sans pareil. Donc, l'Afrique n'a aucune dette à payer, c'est l'Europe qui doit nous verser la dette, qui doit nous payer la dette sur le double registre d'une véritable politique de réparation, et sur le fait que la dette, nous l'avons remboursée depuis très longtemps, à tous les niveaux, quels que soient les calculs qu'on prend. Mais qu'est-ce qu'on fait? On nous dit qu'on va remettre la dette, on est prêt. Pour que vous adoptez le programme écologique. C'est-à-dire l'échange dette-climat permettant aux pays de pouvoir restituer leur dette en échange d'engagement en matière d'action climatique. Que vous soyez des débouchés de nouveaux produits, n'est-ce pas, de la 4e révolution industrielle européenne, n'est-ce pas, occidentale, qui va faire de vous des esclaves du XXIe siècle. Fabrice, vous savez que les 3 révolutions industrielles précédentes là, l'Afrique y a joué qu'un rôle. Avons-nous joué notre rôle que d'être des pourvoyeurs d'esclaves, des pourvoyeurs de matières premières et des pourvoyeurs de main-d'œuvre moins chère, sans développement économique, avec des croissances truquées qui nous rendent encore plus pauvres qu'avant et nous font tourner en rond? Donc vous avez affaire. C'est pour ça que je dis qu'il y a là-dedans rien de panafricaniste. Je dis bien rien, absolument rien. Ce n'est pas le président Faure qui, en ce début du XXIe siècle, va venir nous servir ce genre de ruse. Non, mais c'est trop gros qu'il a fait ça à d'autres personnes. C'est trop gros. Il n'y a aucune démarche panafricaniste. Je ne parle pas de ces faux panafricanistes qui tournent autour de tout ça. C'est pas des gens qui ont passé leur vie à servir la France et qui, une fois qu'ils ont pris leur retraite, on les a recyclés dans un nouveau travail, à savoir les nouveaux panafricanistes. Et ils nous ont montré un bel exemple.
en accompagnant le tour de passe-passe qui vient de nous être servi au Togo par M. Faure Yadema. Le jour deviendrait un vrai panafricaniste, nous allons le soutenir. Pour l'instant, il ne l'est pas. Alors pour vous, sur la question de la dette, il n'est pas d'actualité. Il n'est pas question que pour que les Africains puissent davantage se victimiser au regard des... À quoi sert, Fabrice, des remises de dette? Ça ne sera pas la première. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. On a conditionné ça par les ajustements structurels. Tout à fait. Soi-disant des réformes de gouvernance. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Ça a encore plutôt affaibli davantage nos économies. Et ça nous a rendu encore plus pauvres. Donc une fois de plus, à quoi ça sert quand vous mettez une dette qui vous rend plus pauvre, qui fait de votre pays un marché, mais qui vous interdit de vous développer, qui vous interdit vous-même de développer votre potentiel économique, qui vous refuse, mon cher Fabrice, d'être des hommes. D'être des hommes. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de nous arrimer au nouveau projet économique européen. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ça le développement. Ce n'est pas ça le progrès. Non, il s'agit de nous laisser nous développer. Relever les défis de l'histoire. Prendre notre revanche sur l'histoire. Alors, pas de faire de nous de nouveaux comptoirs écologiques. C'est ça qu'il s'agit. Non. Non. Alors comment expliquer que certains pays comme l'Érythrée réussissent véritablement à garder leur pays loin de cette pression internationale, notamment de cette aide publique? Mais ce sont des dirigeants cohérents. C'est un pays que les Africains étudient peu. Hein. L'Érythrée parle à beaucoup de pays africains. Ce n'est pas l'histoire qu'on dit que le Sénégal nous parle. Non. L'Érythrée parle à l'Afrique depuis très longtemps, mais les Africains n'écoutent pas l'Érythrée. C'est un pays très intéressant à étudier. Voilà, c'est un pays conscient de lui-même, avec des dirigeants cohérents, révolutionnaires, patriotes, et de ce fait de bruit. Ce sont des panafricanistes qui ne font pas de bruit. Mais ils sont des panafricanistes. Ah oui, l'Érythrée, je vous dis. Je vous dis. Donc, revenons sur les clauses du Togo. Il faut faire très attention. Ouais. Là, ce n'est pas le fait du hasard. On vous prépare, on veut bâtir, ils veulent effacer un passé, ils veulent effacer un passé criminel qui est lié à l'Afrique. Ils veulent effacer ça, ils veulent arrimer à l'Afrique, n'est-ce pas, à la 4e révolution industrielle, sous un modèle qui a été expérimenté dans les 3 révolutions industrielles précédentes, dans laquelle l'Afrique a été, n'est-ce pas, contre ses intérêts, contre sa dignité, contre son avenir, mon cher Fabrice. Non, le modèle européen n'est pas notre modèle. Qu'est-ce que l'Afrique a fait dans les histoires de changement climatique, la décarbonation, etc. On a fait quoi là-dedans? Ça nous regarde en quoi? On a pollué quoi? C'est le problème. Donc, tout ça, ce n'est pas du panafricanisme, ça saurait être le panafricanisme. Merci à vous. On va peut-être sortir par là davantage sur cette question. Maintenant que la feuille de route a été adoptée, en quoi est-ce qu'elle engage nos États? L'Union africaine, ils sont dans un... Ils essayent. Vous savez, il y a eu un débat que vous avez oublié. Hein. Il y a eu un débat au sein de l'Union africaine qui était porté quand Kagame était président de l'Union africaine. Bon, Kagame, d'abord, président de l'Union africaine. Une honte absolue. Quelqu'un est en train de décimer les Africains depuis 30 ans à la RDC, mais les Africains, les chefs d'État ont trouvé mieux de lui donner l'Union africaine. Et on l'a présenté comme étant porteur d'un projet de réforme de l'Union africaine. Bon, alors, quel était le nœud de cette réforme, mon cher Fabrice? Le nœud était, à défaut, écoutez bien, hein, à défaut de faire du président de la Commission le vrai patron de l'Union africaine, mais au moins de mettre sur le même pied d'égalité la conférence des présidents et la Commission. Et le président de la Commission de l'Union africaine. Ça dit que le président de la Commission avait rang de chef d'État. Qui était derrière cette réforme? Génie africain de cette dernière année, Paul Kagame. Mais qui est un criminel de haut niveau, un des plus grands criminels de l'histoire de l'Afrique. Un assassin au service de l'Occident. Alors, dans cette réforme-là, l'Union européenne a un problème aujourd'hui. Elle n'a pas abandonné. Ce qu'elle veut, c'est de liquider d'abord la conférence des chefs d'État, parce que c'est une structure qui la dérange, parce que les présidents, là, ils sont ce qu'ils sont, mais ils ont quand même verrouillé.
Et à partir de cette conférence-là, ils régulent encore l'Union africaine de manière à ce que, parlons comme ça, bon, de manière à ce que quand même, bref, ils constituent un verrou objectif. C'est-à-dire qu'en voulant protéger leur pouvoir, de manière hasardeuse, ils protègent de temps en temps l'Afrique, ça arrive comme ça. On l'a vu sur le dossier malien. On a vu que tant que la conférence des chefs d'État est là, le président de la commission ne peut pas être autre chose qu'un coursier. Bon, maintenant, l'Union européenne espère que, en faisant la pression financière, comme c'est qui finance l'Union africaine en grande partie, en faisant la pression et en mobilisant et en faisant miroiter un ensemble de financement, elle peut réussir à faire pression et obtenir cette réforme-là pour qu'on change l'Union africaine. Et l'Union africaine donc peut devenir une espèce d'Union européenne, version africaine, et ce sera la mort de l'Afrique, puisque le but donc sera donc, à partir de l'Union africaine de tuer les nations africaines. C'est le modèle européen là, l'Union européenne là, n'est-ce pas? Et de faire donc un faux panafricanisme qui va tromper les naïfs. Et qui fera de l'Afrique donc une espèce de terrain où le mondialisme aura réussi. Mais le prix sera la liquidation des Africains. On va vous transhumaniser, vous tous. On va numériser la vie sur le continent africain dans le cadre de leur projet. Mais tout ceci, c'est une base néocoloniale. Fabrice, c'est inacceptable. Et donc, vous savez donc, puisque cette conférence des chefs d'État reste et demeure, il n'est pas possible peut-être qu'on puisse imposer à nos États cette feuille de route. Oui, bon, écoutez, eux, ils ne renoncent pas. Parce que si vous avez une conférence des chefs d'État qui, dans leur pays, sont des chercheurs de financement, ils sont prêts à tout. Donc nous ne sommes pas sortis, on est loin de sortir de l'Union. L'Union africaine, moi j'ai déjà réglé ça, j'ai réglé ça depuis très longtemps. C'est une affaire qu'il faut dissoudre. À défaut de la dissoudre, il faut qu'une organisation émerge et qui va supplanter ça. Parce que si se prépare à travers l'Union africaine, c'est très dangereux. Parce que comme je vous ai dit, je viens de vous expliquer le projet européen et le rôle qu'on va faire jouer à l'Union africaine. Heureusement que l'AES a émergé, des États de plus en plus sont dirigés par des personnes qui... il y a un ensemble d'États qui émergent. De plus en plus, on a des dirigeants qui arrivent au pouvoir et qui peut-être sont plus sensibles, n'est-ce pas, à la nécessité d'avoir une vraie souveraineté, d'avoir une vraie indépendance. Maintenant, le panafricanisme de cette opinion afro-mondiale puissamment panafricaniste doit être transformé. On doit aller plus loin que, du moins, les dirigeants, de manière d'être en mesure de faire échouer tous ces projets qu'on prépare contre nous.